Tout ça, c'est l'histoire de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle est née du besoin de toute la vérité et de toute la justice qui n'avait pas été dite lors des victoires militaires dans des conflits internes et dans des conflits internationaux, et de toute la vérité et la vérité qui n'avait pas été dite, de la justice qui n'avait pas été faite, des réparations qui n'avaient pas été faites, après aussi des transitions des dictatures. En Amérique du Sud, la transition du Chili en est une, et celle de l'Argentine en est une autre, l'Uruguay encore c'est une autre histoire, et ainsi de suite le Paraguay et le Brésil. Il y en a des doses de vérité, des doses de justice qui changent d'un pays à l'autre, mais à l'intérieur de chaque pays, d'une époque à une autre. Le Chili est allé très lentement, très progressivement, alors que l'Argentine a fait des bonds avant et en arrière. Chaque histoire, c'est chaque histoire, parce que chaque peuple est prêt à ce qu'il est prêt à un moment donné. Alors, cette justice transitionnelle, donc, c'est une réflexion, à partir de ces processus, c'est une réflexion qui est née du terrain par des experts de l'ONU, qui voyaient sur le terrain les problèmes de l'impunité, les problèmes du manque de vérité, du manque de réparation. Et dans les années 90, la Commission des droits de l'homme, qui s'appelait comme ça, aujourd'hui c'est le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, ont donné un mandat à des experts internationaux qui ont commencé par poser les bases minimes, ce sur quoi on ne peut pas négocier quand il y a une transition vers de la dictature à la démocratie ou de la paix à la guerre. Ce processus a commencé avec... dans les années 90, il y a des experts qui se sont succédés les uns aux autres. Je vous donne les noms. Si jamais cette présentation elle va rester ici, c'est ceux qui s'intéressent aux aspects juridiques précis vont trouver dans les notes des diapositives tous les éléments. Mais juste pour votre information, il y en a des juristes certainement qui ont entendu parler. Les principes de Frank Boven, les principes de Philippe Joannet, les principes Bassiouni, et puis de Diane Orenklicher, une américaine, et principes internationaux sur les droits des victimes à obtenir des réparations. Tout ça s'est passé entre 1993 et 2005. C'est un processus des experts après les autres et des études après les autres qui ont façonné, au niveau de la doctrine, le droit, la justice transitionnelle. Et parallèlement à ça, la communauté internationale a avancé et a signé des accords. On a vu la Convention contre la torture, le protocole additionnel de la Convention contre la torture, la Convention contre la disparition forcée, etc. Il y a plein d'autres instruments internationaux juridiques qui ont été mis en place en parallèle. Et ça, aujourd'hui, ça compose le cadre légal de la justice transitionnelle. Donc, la justice transitionnelle, ce n'est pas quelque chose que des personnes décident de s'asseoir et puis discuter et puis voir éventuellement comment on pourrait faire. Non, il y a un cadre juridique très clair et puis on va voir quelles sont les possibilités de bouger et de négocier là-dedans. La justice transitionnelle présente d'abord un dilemme grave entre la justice et la paix. C'est un problème éthique, celui qui se pose au moment d'une négociation. Le dilemme se pose entre ces deux extrêmes, justice et paix, mais il est très clair, très vite, qu'on ne pourra pas obtenir la paix au prix de l'impunité. C'est éthiquement impossible, aujourd'hui juridiquement impossible. Et puis, on ne pourra pas non plus avoir une justice rétributive totale. Ni impunité, ni justice totale, parce qu'il n'y a pas de vainqueur.
et il faut négocier entre ces deux extrêmes. Comme quoi, la tension, c'est dans la nature de la justice transitionnelle. En Colombie, on a vécu 4 ans et demi d'angoisse en angoisse, de tension en tension. D'un jour à l'autre, c'est tout foutu, il n'y a plus rien qui va, ça va s'arrêter là, et puis non, mais on a accordé ça. La tension est de la nature de la justice transitionnelle, ce qui fait d'autant plus difficile un processus comme celui-là. Alors, si on n'a pas d'impunité, si l'impunité n'est pas possible et la justice totale n'est pas possible non plus, quelle est donc l'alternative? L'alternative, c'est sans doute de flexibiliser, pas annuler, certaines exigences en vue d'un succès des transitions. Flexibiliser. Alors, on va garder maintenant en tête un des problèmes de l'accord de paix en Colombie, ou même pas de cet accord, avant l'accord. On a parlé pendant les 36 dernières années en Colombie, pas d'un conflit armé. On a parlé de terrorisme. Et ça a une raison historique très claire. En Europe, dans les années 70, il y a eu les Brigades Rouges en Italie, il y a eu les Baader-Meinhof en Allemagne, et ça a donné lieu à la élaboration de toute la doctrine, on va dire, du terrorisme. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de terrorisme en Europe. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, je ne connais pas ce mouvement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis, dans ce contexte, en Europe et en particulier en Allemagne, on a élaboré toute la doctrine du terrorisme. Parallèlement, en Amérique latine, et en particulier, c'est le cas que je connais, la Colombie, nous avions une très longue tradition de la figure du rebelle, parce que ça s'est ancré dans notre histoire et les guerres politiques républicaines de la première république, des premières décennies de notre république, les guerres entre libéraux et conservateurs, et c'était des combattants qui se reconnaissaient comme des égaux, et donc ils s'étaient considérés comme des rebelles, et l'amnistie venait directement. La rébellion a été un type pénal, donc un délit qui a existé dans la loi pénale colombienne qui existe jusqu'à aujourd'hui. Mais dans les années 80, où il y a eu un changement de code pénal, cette figure du rebelle a été moins protégé, on va dire, ça a été moins clair comme idée. Et puis, notamment dans l'imaginaire collectif, c'est le discours du terrorisme qui a pris le dessus, et par rapport au discours du conflit armé. Quand on est dans un conflit armé, on est en face des combattants, illégaux certainement, mais des combattants. Des groupes armés illégaux, mais des combattants, donc de rebelles. Quand on est face à des terroristes, c'est une autre chose. Juridiquement, ça implique une autre chose, et idéologiquement, c'est une autre chose. Et il faut distinguer deux choses qui sont importantes. Autant en Colombie, pendant les conflits armés, il y a eu du terrorisme d'État, comme les forces armées de Colombie, les FARC et les groupes armés en général colombiens, ont commis d'actes terroristes. Un acte terroriste, c'est une manière de faire la guerre qui est interdite par le droit international humanitaire. Mais ça ne veut pas dire que l'État colombien est un État terroriste, ni ça permettait de dire que les FARC étaient des terroristes. Vous comprenez la nuance? En théorie juridique, c'est très important de comprendre ça. C'est pourquoi cette notion de flexibilisation est tellement difficile, et pour moi, ça explique en bonne partie le non en Colombie. Parce que si on a grandi, c'est pas mon cas, mais les jeunes, encore que les jeunes ont voté oui,
Mais si les gens de ma génération ont grandi avec cette idée